Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, avec un peu de chance, c'est la dernière fois qu'on fait notre séminaire à distance. Et bon, pour ceux et celles qui le suivent à distance, habituellement, ça va continuer à distance, mais à partir du mois de mars, normalement, on va revenir en présence au 21 Terre rue Voltaire. Voilà, bon, donc les prochains, le 9 mars, ça sera en présence au 21 Terre rue Voltaire, dans le 11e arrondissement. Voilà. Bon, alors, comme d'habitude, si quelqu'un veut poser une question ou un commentaire par rapport à la dernière séance du séminaire, aujourd'hui, on va continuer. Normalement, Aurélie aurait dû être avec nous pour continuer un tout petit peu les séminaires de la dernière fois autour de la notion de décolonisation. Elle est avec nous. Elle n'a pas pu venir ici, mais bon, elle est avec nous. Et surtout pour continuer un tout petit peu ce qui est son sujet de travail et d'étude, qui est la question de l'art, non? L'art dans la question de la décolonisation. Mais bon, si quelqu'un veut poser une question ou dire quelque chose aujourd'hui, on va donc revenir un tout petit peu sur la question de l'engagement, bien entendu, notre axe central, l'engagement dans la complexité, à partir des axes qu'on a déjà fixés depuis le premier séminaire de cette année, en suivant Rodolphe Couch, la question del ser et l'estar, n'est-ce pas? Cette question de l'être et l'être là, en espagnol, n'est-ce pas? El estar siendo, et l'être là en devenir. Alors, je ne sais pas si quelqu'un, par rapport à la dernière séance, par rapport à... On a reçu des questions. Donc la question que pose Lise, alors c'est un texte qui est assez long, je vais essayer de résumer. Lise, en fait, s'interroge sur qu'est-ce que serait l'agir, un agir dans les stars, qu'est-ce que serait effectivement un agir dans ce qu'on a défini comme les stars siendo, appliqué dans des situations éducatives, appliqué dans des situations sociales, c'est-à-dire qu'elle se pose la question de comment susciter cet excès propre à l'agir dans des situations d'accompagnement social ou dans des situations éducatives. Voilà, c'est un peu la question qu'elle pose, elle s'interroge. Donc, elle voulait mettre un peu ça en perspective avec ses propres pratiques, puisqu'elle travaille non pas dans un laboratoire social, mais dans une unité sociale qui accompagne des jeunes mamans mineures, des jeunes adultes. Voilà. Donc, c'était un peu la question de Lise, c'est comment renouer avec cet agir ou comment nouer avec cet agir dans des situations d'accompagnement social, et aussi du coup quelle est la position de l'éducateur, de l'enseignant dans ce type de situation d'accompagnement. Alors bon, si on commence en reprenant cette question et en reprenant donc le cours à partir du dernier séminaire, pour se rappeler un tout petit peu, effectivement, nous disons que on avait dit que étant donné la rencontre avec la complexité, on dit notre monde rencontre la complexité comme une sorte de signal ou émergence de l'impossibilité de continuer comme avant. C'est quoi comme avant? Comme avant, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est ce qu'on nomme l'anthropocène, c'est-à-dire le monde que Couch va appeler le monde del ser, le monde dans lequel l'humain, l'homme, comme ça s'appelait, est le sujet de l'histoire, qui modifie, qui sévit en guerre contre la nature, etc., n'est-ce pas? Alors, la complexité, c'est cette émergence, plutôt comme une sorte d'émergence obscure qui rend la réalité assez incompréhensible, qui va avoir comme un effet, comme un événement des rencontres qui va dire, de toute façon on peut dire, dira, continuer comme ça, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que le mode d'habiter le monde occidental
les modes d'habiter le monde dans la production, dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'extractivisme, le monde de la virtualisation, le monde de l'arithmétisation, etc. Ces mondes-là d'une production dans lesquels, effectivement, le sujet humain s'est vu comme séparé du monde d'objets, eh bien, la complexité va émerger comme ces points de stop, n'est-ce pas? Ceci rappelle effectivement ce que Marx va expliquer dans la relation qui existe pour lui entre les développements des forces productives, et quand Marx parle des forces productives, il parle effectivement l'ensemble des pratiques, mais aussi le développement de l'homme lui-même, de la production, etc. Il va dire, à un moment donné, le développement des forces productives va se stopper par les rapports de production, c'est-à-dire les modes des rapports de production, des propriétés, etc., d'exploitation, qui ne permettent plus que les forces productives se développent, va dire Marx. Alors c'est pour ça qu'il va dire le communisme, le socialisme, en permettant un changement des rapports de production, c'est-à-dire un changement par rapport à la propriété, des moyens de production, etc., la distribution, etc., il va dire ces changements dans les rapports de production libèrent la possibilité de continuation des développement des forces productives. Effectivement, Marx, là-dessus, pour cause, quand même, en 1850, considérait que ces développements des forces productives étaient que pure positivité, dans une vision téléologique, une vision historiciste, n'est-ce pas? Et le développement des forces productives, pour lui, ça signifie aussi encore un plus grand contrôle et domination de l'homme sur la nature et sur le monde. Alors, effectivement, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, n'est-ce pas? Alors, nous, ce qu'on va dire, c'est simplement, je reprends cet exemple de Marx pour essayer d'illustrer comment, à un moment donné, effectivement, un mode d'habiter le monde, un mode de s'autoproduire le monde, va rencontrer une sorte de stop, pas, une sorte d'impossibilité, de frein, non, à partir duquel la destruction devient plus importante que la production. Et là, effectivement, il y a un parallèle avec l'intuition de Marx par rapport au développement des forces productives et les rapports de production, parce que effectivement, j'étais en train de faire un parallèle, non pas de contenu, mais de dynamique entre la dialectique que Marx va établir entre les rapports des forces productives et les rapports et le développement des forces de production productives, comme il va dire, à un moment donné, le développement des forces productives va se stopper si on ne change pas les rapports de production, c'est-à-dire si on ne change pas les rapports de propriété, de distribution, etc. Et alors, il va dire, à ce moment-là, il y a comme un empêchement historique, il va dire, qui va faire que la destruction soit plus grande que la production. Bon, alors, en enlevant les côtés téléologiques, historicistes de la production, tel comme Marx la comprend, donc comme une domination encore plus grande de la nature, etc., en enlevant ces contenus-là, moi je pense qu'il est intéressant de garder l'intuition de Marx de que dans le mouvement de autoproduction du monde et de soi, qui inclut l'être humain, les espèces, la nature, dans les développements de autoproduction du monde, arrive un moment, une sorte de crise qui marque un point de stop, un point de non possible, qui fait que, comme le dit Marx, pour une autre raison, la destruction devient plus importante que la production. N'est-ce pas? Alors, de ce point de vue-là, effectivement, nous disons que la complexité va émerger comme ces moments historiques tout à fait autonomes, n'est-ce pas? Ces moments historiques dans lesquels
le mode d'habiter le monde, les modes de produire, les modes de se relationner, les modes de s'expérimenter comme un individu isolé, etc., etc. C'est-à-dire que les modes de vie occidental, celui qui couche appelle el ser, l'être, eh bien, il arrive un moment dans lequel il y a un top. Il y a un top à ce développement de ce mode de rapport au monde qu'on appelle l'anthropocène. À partir de ce top-là, eh bien, continuer dans ces modes-là d'habiter le monde, eh bien, fait que la destruction, comme disait Marx par rapport à la production, la destruction devient inévitable et beaucoup plus importante que la production, n'est-ce pas? Alors, effectivement, en enlevant les côtés téléologiques, les côtés justement contrôle de la nature, etc., etc., eh bien, je pense que la dynamique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, effectivement, est cette dynamique à partir de laquelle un mode d'habiter le monde, un mode objectif de produire, un mode subjectif de se penser, etc., ces modes-là ne peuvent plus continuer parce que de continuer, c'est un mode de destruction. C'est-à-dire que se transforme dans un mode de destruction avec un éclatement qui met en danger même les forces de production qui continuent dans ce sens-là. Alors, nous avons présenté effectivement la complexité comme rencontre en disant la complexité n'est pas une méthode d'analyse, la complexité, ce n'est pas une grille de lecture du monde, ce n'est pas une théorie. La complexité, comme va la présenter Edgar Morin déjà il y a plus de 30 ans, il va dire c'est une rencontre. C'est une rencontre. Mais une rencontre avec quoi? Une rencontre avec un autre mode d'habiter le monde, un autre mode de se relationner avec le monde, et donc tout un remaniement objectif dans un mode de réindividuation du monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les catégories vont changer. Les catégories vont changer. C'est qu'une catégorie, c'est qu'un mot recouvré, va changer. C'est-à-dire qu'on va garder les mêmes mots, mais ça ne va plus recouvrir la même réalité. Cet énorme changement, n'est-ce pas, qui commence en toute force, mais assez inaperçu, en 1900, c'est là où commence de façon radicale et profonde la crise de l'Occident. Eh bien, aujourd'hui, arrive comme ça chez tout le monde avec le constat qu'il y a un mode d'habiter le monde qui n'est plus possible, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que la menace apparaît comme un axe central dans notre époque, la menace de destruction, la menace qui dit, demain, contrairement au paradigme de la modernité, demain c'est une menace, ce n'est plus une promesse. Bien, ça c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, mais là maintenant ce que je voulais c'est contextualiser là-dedans le sujet de l'engagement tel comme on va continuer à l'aborder aujourd'hui. Eh bien, le problème, c'est qu'effectivement, dans la complexité, dans un ensemble complexe, il est absolument impossible pour les agents de cet ensemble, de ce système, de leur donner un ensemble complexe n'est pas tout représentable, un ensemble complexe à la fois n'est pas polarisable et on ne peut pas non plus prévoir les tenants et aboutissants de ce système. Alors, pourquoi on dit ça? On dit ça parce que nous, on avait présenté dans cette opposition qui va faire couche entre les mondes de l'être, del ser, il va nommer monde del ser le monde occidental, le monde de la production de l'anthropocène. Et il va dire le monde de l'indio et le monde del estar siendo, ce monde dans lequel on est là, d'incomplétude. Aujourd'hui, on voulait avancer là-dessus. On voulait avancer en montrant la différence entre le monde del ser et le monde de l'estar siendo. Mais quelle est la problématique centrale là-dedans par rapport à l'agir?
Eh bien, la problématique centrale par rapport à l'agir, c'est que l'agir, elle est propre du monde del ser, n'est-ce pas? C'est le propre du monde de l'Anthropocène ou de l'Occident. C'est-à-dire, j'agis parce que je vais obtenir des résultats. Et je peux prévoir mes résultats. Et si je n'obtiens pas les résultats voulus, eh bien, je modifie mon agir, je les rends encore plus puissants, plus conquérants, etc. Or, effectivement, dans le monde de l'Estar, eh bien, dans le monde de l'Estar, on est dans un non-agir, n'est-ce pas? Dans un non-agir. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le monde de l'Estar, il y a quelque chose dont on a parlé quand on parlait des sujets des droits, les autres sujets des droits, n'est-ce pas? Dans le monde de l'Estar, l'humain est un vecteur parmi d'autres vecteurs, n'est-ce pas? Dans le monde de l'Estar, dans le monde de l'Indio, comme le décrit Kush, dans le monde de l'Indio, effectivement, l'humain, tout en étant en connaissance de sa singularité, sa particularité par rapport aux autres vecteurs animal, végétal, écosystème, etc., eh bien, tout en étant tout à fait au courant de la singularité humaine, eh bien, il ne va pas mettre cette singularité ni comme centrale, ni comme sujet. Au contraire, il doit, comme l'écrit Morisot, avoir cette diplomatie avec les autres, il doit compter avec les autres parce que, effectivement, son acte n'est pas autre chose qu'un vecteur de plus dans l'ensemble. Non? Alors, nous, on disait, dans le monde de l'Estar, effectivement, on se trouve exactement dans les cas de figure que le taoïsme définit comme le non-agir qui permet l'action. Alors, ça semble un peu étonnant, un non-agir qui permet l'action, ça semble un peu étonnant. Alors, à quoi vont-ils nommer l'action? Eh bien, justement, on va nommer l'action au devenir, pour le dire comme ça, de la situation elle-même. Le devenir de la situation elle-même. C'est-à-dire qu'on va nommer l'action non pas à l'agir humain, non pas au vecteur, non pas aux conséquences du simple vecteur humain, on va nommer action au devenir, aux orientations qui prend l'ensemble d'une situation. N'est-ce pas? Alors, l'ensemble d'une situation, ça veut dire qu'on doit tenir compte des autres modes de vie, des autres espèces, de la géographie, du climat, n'est-ce pas, de l'histoire. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte d'une série d'éléments dont effectivement l'histoire n'est pas du moindre. Hein. On doit tenir compte d'une série d'éléments et on peut comprendre, grosso modo, on peut un peu comprendre l'orientation qui prend cette action. On peut aussi comprendre les dangers qui menacent notre situation, qui se manifestent comme un défi, mais ce n'est pas par un agir directionnel, linéaire, sous condition de la conscience, n'est-ce pas? Ce n'est pas par un agir qu'on compte modifier ce devenir de la situation. C'est-à-dire que les devenirs de la situation, on peut les comprendre en partie, on peut donc identifier les défis, mais tout ce que l'humain peut faire dans cette situation-là, eh bien, ce que l'humain peut faire dans cette situation-là, c'est comprendre de quel côté passe les vecteurs qui vont protéger la situation, qui vont relever des défis, vous voyez. Mais je ne sais pas si c'est assez clair, mais c'est un monde et un autre, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, l'humain, dans une situation de l'Estar, hein, là on parle des Indiens, après on va revenir à la question de la complexité, eh bien, dans le monde de l'Estar, tel comme le définit Kush, eh bien, l'Indien peut comprendre. Je parle d'Indiens parce que Kush parle des Indiens, mais effectivement, il n'y a pas que les Indiens, et en particulier de la cordillère des Andes, comme celle civilisation de l'Estar. Mais bon, enfin, on reprend comme Kush le nom. Si on imagine l'Indien face à une problématique de sécheresse,
des guerres, d'invasions, je sais rien, des famines, n'est-ce pas? Eh bien, l'Indien peut comprendre cette situation, mais il va la comprendre en faisant partie d'un ensemble qu'il inclut, dans lequel il est inclus. Vous comprenez? À aucun moment va apparaître dans les cultures non modernes, pour le dire dans nos mots à nous, dans aucun moment va apparaître dans les cultures non modernes l'idée d'évaluer la situation et voir quelle est la solution. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'idée des solutions est une idée tout à fait de la modernité. C'est une idée de la modernité de connaître, voir quelles sont les forces qu'il faut mettre en branle et trouver la solution. Cette linéarité, n'est-ce pas? Eh bien, dans toutes les cultures non modernes, aussi différentes soient-elles, et y compris dans les Moyen-Âge européens, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a pas cette idée qui à nous semble fondamentale, qui est l'idée de performance. Et l'idée de performance que nous allons opposer à l'idée de devenir dans les cultures non modernes. Hein? La culture non moderne, donc les cultures de l'estar siendo, et les cultures modernes, les cultures de l'être. C'est-à-dire que dans les cultures non modernes, l'idée de mais par où passe la solution ne rentre pas comme ça dans les paradigmes. Et alors, qu'est-ce qui rentre dans le paradigme? Alors, effectivement, le non-agir, il est identifié en Occident comme, bon, d'abord, c'est l'horreur, parce qu'effectivement, en Occident, on va faire l'apologie de l'agir, de la maîtrise, du projet, n'est-ce pas? Ce qui rentre en ligne de compte dans les cultures non modernes, c'est étant donné ce qu'on peut comprendre du devenir de la situation, de quel côté on doit agir, de quel côté on doit, pour ne pas confondre, de quel côté on doit se mettre, de quel côté on doit participer en tant qu'un vecteur dans l'ensemble, qui est le côté qu'on va considérer qui est le côté qui va des côtés de la vie, des côtés de la production de la vie. Mais effectivement, cet agir pour l'occidental va apparaître comme une sorte de fatalisme absolu dans lequel on doit tout accepter. Ce qu'on va essayer de voir, nous, c'est en quoi les cultures de l'Estar ne sont pas des cultures dans lesquelles le fatalisme fait que le non-agir nous condamne à tout accepter, et en quoi les sociétés comme les nôtres, qui sont des sociétés dans lesquelles la complexité nous oblige à questionner la pensée en termes de l'être et notre mode d'habiter le monde en termes de ser, comment dans la complexité, effectivement, aussi on doit pouvoir penser à non-agir, qui n'est pas le même non-agir de l'Indien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est certainement une autre chose, mais quand même un non-agir qui puisse, dans un autre paradigme, quand même protéger la vie, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment très, très compliqué. C'est très, très compliqué parce que toutes les catégories del ser, toutes les catégories de l'Occident s'opposent à ça, n'est-ce pas? Y compris quand nous voyons tous les courants néo-léninistes, etc., qui parlent d'en agir sous la conscience, sous condition de la conscience, tous les cartésianismes, n'est-ce pas? Je pense, donc je suis. Hein? En tant que dans les stars, ça serait je suis, donc je pense. Alors, avec Bastien, on a fait une sorte de petite liste de repérages pour voir un tout petit peu, pour faire la différence, pour essayer d'établir la différence de quels sont les axes principaux qu'on peut opposer entre ces deux modes différents d'habiter les mondes, tout en étant clair qu'aucun des deux est tout à fait pur et que surtout les modes non modernes sont loin d'être une seule culture. Hein. Nous, en suivant couche, on parle des Indiens, et pas tous les Indiens, mais les Indiens de la cordillère des Andes. Mais effectivement,
Et il y a un côté inévitablement un peu schématique dans ce qu'on présente. Il y a une question. Est-ce que l'un des préalables n'est pas de déconstruire la figure de l'individu en toutes circonstances, entre parenthèses, quel que soit le cadre et la question traitée, en interrogeant le cadre donné d'une société d'individus catégorisés, communautarisés, aux rationalités atomisées et aux intérêts, entre guillemets, antagonistes versus la communauté prémoderne organique? Elle est un peu longue, la question. Oui. Liée par, je cite, un monde perçu concret, des savoirs et un devenir commun de Ferdinand Toni, entre parenthèses, et en s'efforçant de construire à petits pas du commun, un diagnostic partagé, des bases d'aperception, de connaissances et de compréhension commune. Nous, pense, je dépense. L'autre enjeu étant le questionnement de ce dualisme fractal qui fonde la pensée moderne et a conduit à l'impasse où nous sommes. Oui, merci. Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire, la question que Thierry oui, pose est tout à fait dans le sens de ce qu'on va développer. Parce que l'individu, nous, on a présenté plusieurs fois la figure d'un individu comme cette figure déterritorialisée. Non, on disait qu'il y avait on pouvait distinguer 3 niveaux dans les modes d'individuation de l'humain, n'est-ce pas? Un, c'était chacun de nous en tant que personne. Être une personne, ça signifie, d'un point de vue anthropologique, c'est vivre et s'expérimenter et exister comme un pli, comme un nœud de lien. Un nœud de lien. Donc, la personne, effectivement, ne se fond pas du tout dans un tout. La personne a une singularité. Hein? La personne a une singularité, une histoire singulière, des liens, mais cette personne, elle va se vivre comme un nœud de lien, c'est-à-dire que son soi ne se limite pas à son soi biologique, comme ça, son corps, lui, son soi va s'étendre par tous les liens qui le composent et auxquels il participe. N'est-ce pas? Donc, la personne est un être humain qui, effectivement, existe dans une singularité, mais qui s'expérimente et se produit comme un nœud de lien, n'est-ce pas? Alors, on va voir ça par rapport à un point que vous voulez développer par rapport à la question, par exemple, les rapports à la mort entre les sociétés non modernes et les sociétés modernes. Eh bien, le deuxième niveau, si ça c'est la personne, le deuxième niveau, c'est l'individu. Alors, l'individu, c'est ce que l'Occident va produire comme mode d'habiter le monde pour chaque membre de l'espèce, dans lequel les choses changent, n'est-ce pas? Chacun de nous devient le centre, les autres sont comme des rôles secondaires dans un film, l'écosystème, le contour et les décors de mon film, mais mon film, c'est moi, n'est-ce pas? Alors l'individu, et dans la société de la sérialisation occidentale, chacun de nous comme un projet. Hein. Marx, il va dire, c'est-à-dire l'individu est la pierre angulaire de la société capitaliste, dans le sens où chacun de nous se sent comme un entrepreneur. Et maintenant, on est dans la caricature, comme lui-même l'a écrit. Excusez-moi, ce soir, je suis plus marxiste que d'habitude. Quand il va dire, effectivement, l'histoire, une fois, c'est vu comme tragédie, la deuxième comme comédie. Eh bien, aujourd'hui, le auto-entrepreneur est une sorte de caricature de ce que Marx va décrire quand on veut faire croire à l'ouvrier que lui est un propriétaire comme les autres. Il y en a un qui a l'usine, lui, il a sa force de travail, n'est-ce pas? Et on participe tous, on est tous des individus, un homme en voix quand il y a les élections, etc. Bon. Alors, le troisième niveau est celui de la postmodernité qui est, s'il y a la personne, il y a l'individu, il y a ce que nous appelons les profils. Alors, les profils est la production de chacun de nous comme une pure extériorité, n'est-ce pas? Comme une pure extériorité panoptique, mais non pas déjà prise dans des liens, mais capturée dans des réseaux dont on fait partie, n'est-ce pas? Dont on fait partie, et de façon même pas unifiée. Alors, oui, la société de l'individu et la société maintenant du profil, sont les sociétés de l'être
pendant quelques siècles et aujourd'hui en tant que profil de la postmodernité. Alors, on va un peu présenter les points et quand on va arriver à la question de la mort, je pense qu'on pourra revenir un tout petit peu à cette question de l'individu parce qu'elle est, elle est assez claire. En traitant la question de la mort, les rapports à la mort, on voit quand même de façon assez claire la différence entre les diverses façons d'habiter le monde par rapport à l'Occident. Alors, nous, on va commencer par dire quelles sont les caractéristiques et l'axe centraux du monde del ser, à différence de l'estar siendo. Après, par opposition, quels sont les axes principaux du monde de l'estar siendo, donc les cultures non modernes. Et après, on va essayer d'aller vers ce qui n'est ni le monde del ser, ni le monde de l'estar siendo, qui est le monde de la complexité. Pourquoi? Parce que, de notre point de vue, nous ne pensons pas que ce soit possible de dire il y a quand même une crise de société, de culture énorme, effectivement, cette non-possibilité de continuer dans l'anthropocène, etc. Et donc, on va passer à vivre comme les cultures de l'estar siendo. Chacun de vous, je ne sais pas si je suis suffisamment clair, mais chacun de vous peut avoir un tas d'exemples dans la tête de comment il existe une tentation face à la crise épocale profonde qu'on vit, de dire, bon, mais alors, cherchons à vivre comme les autres cultures, n'est-ce pas? De fait, il y a beaucoup de gens, en Amérique du Sud, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait l'exode à l'envers, on appelle ça. Pourquoi? Parce que si les jeunes indiens, pendant des siècles, ils ne voulaient pas faire autre chose que venir vivre à la ville, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes de la ville qui vont vivre dans les populations indiennes ou vivent périphériquement, dans la périphérie des peuples indiens, des modes qu'ils croient qui s'approchent des modes de vie indiens. Alors, nous, on dit la crise du monde del ser ne peut pas se résoudre par une sorte de changement de mode de vie pour vivre comme l'Indien, pour dire, comme dirait Couche, comme l'Indien. Nous, on dit il y a au moins 3 modes que nous devons étudier. Et il nous semble très important de ne pas se confondre parce que sinon, on risque de tomber dans une sorte de naïveté, vous voyez, une naïveté très impuissante finalement pour résoudre les problèmes qui se présentent dans nos sociétés, qui serait la naïveté de, donc, puisque ces modes de vie occidentaux, de la consommation de l'individu, de l'extractivisme, etc., est un désastre, alors on va vivre soit comme les moines du Tibet, soit comme les Indiens de la Cordillère. Pour nous, il y a trois modes d'habiter le monde qui se présentent devant nous. Un est effectivement le monde del ser, celui qui aujourd'hui est en crise, le monde de l'estar siendo, qui est parallèle, mais il y a ce qui se présente pour nous, 85% d'habitants de la planète, c'est-à-dire les citadins, n'est-ce pas, qui est le monde de la complexité. Hein? Alors, après, on va revenir là-dessus. Mais, bien, on dit, on définit le monde del ser. D'abord, on dit, le point fondamental est l'incomplétude. Ceux qui vivent, vous savez, le monde del ser, Couche, il identifie avec le monde des villes. Hein? Dans une sorte de caricature un peu décoloniale, on dit que l'Occident, c'est l'Europe seulement. Mais à vrai dire, pour Couche, ce monde colonial, ce monde del ser, il commence avec les modes de vie dans la ville. Alors, c'est vrai qu'il y a des différences entre les villes européennes et les villes d'Amérique du Sud ou d'Afrique, il y a des différences, mais ce que Couche va montrer comme frontière qui divise les eaux n'est pas Europe et le tiers-monde, ce qu'on appelle le tiers-monde, mais la ville par rapport au mode de vie de l'Indio ou des moines tibétains, je ne sais rien. Alors, l'incomplétude est le point central. Pourquoi? Parce que l'incomplétude
Pierre Aubanque, le philosophe, il va dire l'incomplétude, la sensation, l'idée de que le monde est incomplet marque la naissance de l'homme. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans le monde de l'Estar, tout est complet. On est dans une complétude, n'est-ce pas? Chacun naît, comme les arbres naissent, on naît, on se développe, on meurt, il y a des problèmes, mais il n'y a absolument pas l'idée de que le monde est incomplet. Au contraire, ce qui caractérise toutes les cultures non modernes, dans leur immense différence, je répète, n'est-ce pas? Eh bien, est cette vécu dans une sorte de complétude. C'est-à-dire, ce qui est a une raison suffisante, n'est-ce pas? A une raison suffisante. Et l'idée quand même qu'il y ait une incomplétude, que l'homme est ce sujet qui naît pour compléter, c'est devenir hegelien, n'est-ce pas, téléologique. On doit compléter l'œuvre. L'œuvre est incomplète, on doit la compléter. Eh bien, le premier élément, c'est ça. Cette incomplétude sévit à tous les niveaux. Sévit à niveau de vivre les pays comme sous-développés, vous comprenez? Il est sous-développé parce qu'il y a un développement nécessaire. Des pays développés, sous-développés, des hommes à l'humanité incomplète, les Indiens, les femmes, etc. Mais aussi chacun de nous va vivre sa vie comme en attendant d'être complet. Vous voyez, l'homme de la ville, l'homme del ser, va dire Kush, est un homme qui veut être quelqu'un. Quiere ser alguien, il dit. Il veut être quelqu'un. Pourquoi? Parce que justement, la sensation permanente, c'est de pas encore, pas encore. Que je vous rappelle au passage, c'est quand même la définition qui va donner comme différence entre Dieu et les hommes. L'astronome Kepler, il va dire, les hommes ne connaissent pas encore tous les théorèmes, pas encore. Cette idée de pas encore, pour la vie individuelle de l'occidental, est un drame. Est un drame, parce que notre vie se déroule dans une sorte de salle d'attente de la complétude, n'est-ce pas? Il y a toute une pensée qui va dire que le désir naît du manque, n'est-ce pas? Le manque à être, que effectivement, c'est quelque chose dont on a parlé parfois, on ne laisse pas vivre leur vie aux enfants parce que les enfants, on ne les voit que comme ceux qui vont devenir grands, n'est-ce pas? C'est-à-dire que jamais on peut, pour le dire comme ça, être là, n'est-ce pas? Être là, dire on est là, on est là. L'enfant ne peut pas être là, être un enfant. L'enfant, on le voit comme, attention, en danger de ne pas se compléter suffisamment. Vous comprenez? Alors, et c'est la même façon qu'on va vivre toute notre vie, n'est-ce pas? Il y a quand même quelque chose de très drôle qu'on préparait avec Bastien, cet séminaire. On évoquait une loi dans des villes américaines absolues, comment ça s'appelle? Baldwin. Non, oui. Non, c'est quoi? Goldwyn. Goldwyn. Il y a quelque chose qu'on appelle la loi de Goldwyn, le point Goldwyn, ça s'appelle, qui est quelque chose de très drôle parce que c'est une horreur. C'est drôle, mais c'est une horreur. C'est un mec qui travaille dans le management ou une théorie du management industriel, n'est-ce pas, de l'entreprise, qui va dire que les gens montent, grimpent dans l'entreprise et quand il arrive à un point dans lequel ils ne grimpent plus, ils sont arrivés à leur point d'inefficacité maximale. Vous comprenez pourquoi? Parce que finalement, la seule chose qu'il faut, c'est grimper. Et si quelqu'un ne veut pas grimper plus, c'est parce qu'il est devenu absolument incapable. C'est le point d'incapacité ou le point de je ne me souviens pas, de non-performance. Alors, effectivement, ce point Goldwyn qui dit comme ça, c'est un ridicule absolu, eh bien, nous, on les voit dans tous les aspects de la vie, dans tous les aspects de l'homme et de la femme occidentale, de l'enfant occidental. C'est-à-dire, en permanence, on va dire, oui, mais et quel projet? Dans quoi ça s'inscrit? Celles qui connaissent un peu le monde de la psychiatrie, c'est une horreur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous avez un problème d'alcoolisme, de psychose, de toxicomanie, un problème de dépression, le plus important, c'est que vous ayez un projet, n'est-ce pas? Un projet. C'est là où, effectivement, on va voir comment l'antipsychiatrie a représenté justement une critique radicale à l'Occident, dans le sens justement de dire, bon, mais comment tu habites ta folie? Comment tu habites ta toxicomanie? C'était
une tentative de renverser cette incomplétude permanente, cette angoisse permanente qui va mettre la performance, n'est-ce pas, au centre de la vie, la performance au danger de l'organique même et de l'organisme. Je vais demander à un ami, François Vigrel, qui est un grand théoricien de la performance sportive, de participer au séminaire parce qu'effectivement, comme j'ai raconté parfois dans le séminaire, je travaille souvent avec les groupes des athlètes de haut niveau, par exemple, ceux qui sont en Chine là maintenant, autour de la question de la performance, parce qu'ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de construire, n'est-ce pas? Alors, on va revenir avec quelqu'un, un spécialiste là-dessus, parce qu'effectivement, ce qui s'est fait dans le monde de haut niveau sportif, c'est ce que petit à petit, après, s'est fait dans la société, n'est-ce pas? C'est vivre chacun de nous comme une machine à performer. Et une machine à performer, c'est quoi? Eh bien, une machine à performer, c'est une machine à nier notre état actuel. Vous comprenez? C'est-à-dire, ton état actuel n'a de sens que performante, de façon transcendante. C'est-à-dire que ton sens, il est transcendant. Ce que tu es réellement, ce que tu es pour de bon, eh bien, ce que tu es pour de bon n'a de sens pour le monde de ser que comme un point transitif à dépasser. N'est-ce pas? Alors, effectivement, la technique et la haute technologie font partie du monde des ser de plusieurs points de vue, n'est-ce pas? C'est vrai que la technique et maintenant la technologie ont construit des dimensions de performance et des capacités de transformation du monde de soi qui ont même rétabli une sorte de nouvelle utopie, un nouveau rêve, n'est-ce pas, qui est représenté surtout de façon caricaturale par la Singularity University, les transhumanistes, n'est-ce pas, que, bon, quand on va parler de la mort, on va revenir là-dessus, n'est-ce pas. Après, effectivement, bon, dans le monde del ser, effectivement, on a mis avec Bastien la question de ce désir d'être quelqu'un, n'est-ce pas? Ce désir d'être quelqu'un. Vous savez, nous connaissons tous et toutes ceux qui essayons de faire des choses, soit de faire de la recherche, écrire, faire de la musique, peu importe, qu'on a des affinités électives dans lesquelles on fait des choses. On connaît tous cette piège terrible dans lequel nous met notre société, notre mode d'habiter le monde, qui est la reconnaissance comme jauge par rapport à notre activité. Vous savez, un musicien, par exemple, un compositeur aura un problème terrible dans notre société parce qu'il y a ce qui vraiment l'intéresse, non? La musique, les touches d'un certain côté, il y a certains sons, certaines compositions, certains agencements de sons qui l'intéressent. Mais le problème, c'est que dans notre société, ça ne suffit absolument pas, parce que la jauge va être mise dans cette interface entre moi, ma vie, ce que je fais, et la reconnaissance des autres. Et on dit, bon, il n'y a pas de génie inconnu. C'est-à-dire, c'est un tout petit peu la caricature de ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est tous les jeux dans lesquels, télévisuels, dans lesquels les gens deviennent des stars avant de faire quoi que ce soit. Non? Ils sont des stars, sont très connus, mais ils sont connus. Et après, ils cherchent qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour remplir cette reconnaissance. Bon, pour les créateurs en musique, en littérature, peu importe, n'est-ce pas? Pour les créateurs, la question de la reconnaissance sera en permanence comme un chant de sirène pour Ulysse, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, la reconnaissance te facilite la vie, tu ouvres des chemins, mais le problème, c'est que plus on va vers la recherche de reconnaissance, plus on se trahit par rapport à sa voix, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on voulait faire. Alors, effectivement, de ces points de vue-là, le désir d'être quelqu'un qui naît de cette position de base, c'est-à-dire tu n'es personne et tu dois devenir quelqu'un.
tu dois devenir quelqu'un, qui est présenté, qui a des côtés très démocratiques, parce qu'il ne faut pas oublier que ceci naît dès la Révolution française, entre autres, mais dès la Révolution française, quand justement, on va dire, attention, il ne suffit pas de naître d'une certaine condition pour rester dans cette condition. On va avoir une ambition humaniste, progressiste, très libertaire même, n'est-ce pas, qui va dire dorénavant c'est fini, n'est-ce pas? C'est-à-dire la Révolution française, on dit on ne veut plus ça. On ne veut plus que quelqu'un soit par naissance. On veut que quelqu'un soit par mérite. Vous comprenez? C'est-à-dire, on dit, voilà, c'est-à-dire les mecs, on s'en fout d'où tu viens, l'important, c'est où tu vas. Et alors, effectivement, nous ne pouvons que dire, mais nous ne pouvons qu'adhérer à cette idée. Le problème, c'est qu'est-ce que l'Occident, petit à petit et très rapidement, a fait de ça? Eh bien, a fait de ça, tu n'es personne, et ceci s'est transformé dans cette angoisse permanente de vouloir être quelqu'un, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il y a ces deux éléments-là, n'est-ce pas? Parce que quelque part, c'est quand même assez facile, et même si c'est rigolo ou triste, c'est pas ça dépend, non, de constater cette réalité dans le monde occidental, dans la société occidentale, dans laquelle les gens ont cette profonde sensation de n'être pas encore et de demander justement à la reconnaissance, vous savez, maintenant dans les réseaux sociaux, demander qu'il y ait des likes ou des gens qui aiment ce que vous faites, etc. Demander à la reconnaissance, n'est-ce pas, sociale, de les dire tu es quelqu'un. Cette reconnaissance n'a pas obligé d'être absolument stupide comme dans les réseaux sociaux. La reconnaissance peut être un diplôme, la reconnaissance peut être un prix, la reconnaissance, il y a la reconnaissance de plusieurs types, n'est-ce pas? Mais effectivement, il y a les deux côtés, n'est-ce pas? D'un côté, on s'est dit, effectivement, la modernité a eu cette idée, a eu cette pari, cette utopie, n'est-ce pas, que peu importe d'où tu venais, tu pouvais être éduqué, tu pouvais penser, etc., qui est une force d'émancipation difficile à refuser, n'est-ce pas? Mais à la fois, de l'autre côté, a transformé ça dans un monde de la performance permanente dans lequel on n'est jamais là. On n'est jamais là. Et bien entendu, la technique, la haute technologie, tout ce qui va accélérer, tout ce qui va dans le sens de plus de puissance, etc., eh bien, tout ça va être le rêve de l'homme occidental qui, par essence, va devenir conquérant, colonisateur, impérialiste, n'est-ce pas? Parce que jamais peut dire je suis là. Celui qui dit je suis là, il va mal. Il va mal. C'est le point Goldman. Alors juste ce qu'évoque Miguel là, comme cette sorte d'aporie ontologique finalement de l'homme occidental, simplement c'est pour ceux que ça intéresse, c'est ce que Hannah Arendt a appelé l'abîme de la liberté. C'est-à-dire cette injonction faite à l'individu d'être quelqu'un plutôt que n'importe qui, d'être quelque chose plutôt que rien, et qui va finalement le conduire dans cette espèce de chemin d'émancipation, de libération de toute contrainte objective, sociale, biologique, de dominer effectivement tous les déterminismes pour devenir un être, finalement un être qui se détermine par lui-même, dans une sorte d'autonomie comme ça épistémique, et qui finalement va produire un individu, un sujet qui va se retrouver, qui va être sans subjectivité. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'aporie entre cette injonction faite de dépasser toutes les contraintes objectives, sociales, je dis biologiques, et de l'autre côté, effectivement, cette injonction il aura à être, et qui conduit à produire un sujet sans subjectivité. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs ce sujet-là qui est complètement rattrapé par le profil. Le profil, c'est l'expression même de l'individu sans subjectivité. Alors, cet homme, effectivement, cet homme libre, cet homme émancipé, apparaît dans le récit de la modernité comme effectivement l'auteur de ses jours, l'auteur de ses choix, n'est-ce pas, dans le libre arbitre, etc. Eh bien, le problème, c'est que dans cette idée
tellement belle, hein, c'est-à-dire cette idée qu'à nous, en Occident, nous semble une idée fantastique, c'est-à-dire la singularité de l'individu qui décide, la singularité de l'individu sujet de son histoire, etc. Eh bien, a un côté absolument aberrant. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que la question du libre arbitre ne se soutient à la dernière limite qu'en imaginant que vraiment le rêve de l'individu tout à fait autonome qui a coupé tous les liens avec toutes les déterminations, qui s'émancipe de tous les liens, eh bien, ce rêve-là a quelque chose d'absolument aberrant et presque délirant. Moi, il y a très longtemps, pour essayer d'expliquer un tout petit peu ces délires de l'homme de la décision, je donnais un exemple. Non, je donnais un exemple. C'était un exemple un peu comme ça, un mélange avec d'anthropologie. Voilà. Je disais, je constatais qu'il y a 8 cultures dans le monde sans aucun contact entre elles, non, ni géographique ni historique. Ils ont, à un moment donné de leur histoire, ils ont construit des pyramides. Alors, dans toutes ces 8 cultures, de façon différente, il y a, ça reste dans l'histoire de ces cultures-là, les noms du pharaon, du chef, de peu importe, que ce soit au Cambodge, les Mayas, les Égyptiens, bon, peu importe, il y a les noms de la personne qui a décidé de faire des pyramides. Or, c'est très drôle parce que je m'étais amusé un peu à voir quelles étaient les conditions historiques, géographiques, des niveaux de connaissances, n'est-ce pas, même atmosphériques, non, bon, c'était énorme. Quelles étaient les conditions qu'il fallait pour qu'à un moment donné, les pyramides puissent être possibles, n'est-ce pas? Et aussi, je me suis amusé à étudier quelles étaient les conditions qui convergeaient dans les connaissances, dans les visions du monde, n'est-ce pas, dans les connaissances aussi des sciences et des techniques. Tous ces éléments-là, comment ils convergent lentement à travers des siècles parfois, pour qu'à un moment donné, les pyramides émergent. C'est comme si les pyramides émergent des terres, n'est-ce pas, parce qu'ils sont grosses de tous ces soubassements qui est nécessaire pour qu'à un moment donné, en qu'on dise, je décide de faire des pyramides. Vous comprenez? Alors, effectivement, celui qui décide de faire des pyramides, c'est peut-être de tous ceux qui participent à la pyramide, c'est la marionnette la plus marionnette. C'est un tout petit peu ce qu'il dit Tolstoï dans Guerre et paix sur Napoléon. Hein. Il va dire, il fait toute une étude, Tolstoï, non, dans Guerre et paix, et il va dire finalement, peut-être le dernier des soldats a plus de marge de liberté, des battements comme ça, que Napoléon. Et Tolstoï va développer ça tout au longueur de Guerre et paix pour expliquer comment celui qui est en haut, justement, de la pyramide, c'est de la pyramide de pouvoir, n'est-ce pas? Et celui qui est le plus surdéterminé de tous, dit Tolstoï. C'est-à-dire, c'est une marionnette. Effectivement, moi, le travail que j'avais fait sur les pyramides, mais les vraies pyramides, n'est-ce pas? Eh bien, c'était la même chose. C'est montrer comment il y a des siècles des processus absolument divergents, absolument différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, pour converger à un moment dans lequel il y a un con qui dit, en plein libre arbitre, je décide de faire des pyramides. Eh bien, effectivement, dans les cas des pyramides ou dans les cas de Napoléon, ce sont des cas dans lesquels la chose est tout à fait claire. Mais la vérité, c'est que nous pouvons appliquer exactement la même méthode d'analyse à chacun des actes de nos vies. N'est-ce pas? La vérité, c'est que dans chaque acte de nos vies, eh bien, il y a toute une série d'éléments et de vecteurs convergents qu'il faut qu'à un moment donné, eh bien, nous faisons ou nous ne faisons pas cet acte-là, c'est-à-dire qu'il y a une marge là de cette possibilité d'aller ou pas aller, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ça parle de comment les désirs, eh bien, le désir est exogène, n'est-ce pas, à l'individu. L'individu est traversé par des désirs, je parle de désirs dans le sens large, n'est-ce pas?
Alors, effectivement, la société occidentale est celle qui a produit, d'une part, ce mouvement d'émancipation fondamentale dans lequel on dit non, 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 mais tu as le droit de choisir ta vie, tu as le droit de ne pas être attaché, écrasé par les déterminations de ta condition, de ta race, de ton sexe, etc. C'est fantastique. Et à la fois, la société occidentale va produire cette illusion d'un individu qui pourrait se détacher de tous les liens qui, à un moment donné, convergent vers lui et donnent cette marge d'action dans laquelle peut-être, par rapport au désir par lequel nous sommes traversés, qu'on puisse tenir sur ce désir ou céder là-dessus, n'est-ce pas? C'est-à-dire, finalement, quel est l'agir, quel est l'acte d'un artiste? Ben, l'artiste, il est convoqué, n'est-ce pas? L'artiste, il est convoqué par quelque chose qui se présente à lui. Il pense que l'époque lui donne à penser. Il pense, effectivement, c'est ce que Nietzsche dit quand on dit penser, c'est que l'époque nous donne à penser, n'est-ce pas? Et désirer, peindre, c'est désirer résoudre quelques problèmes esthétiques que l'époque se pose, n'est-ce pas? Et alors, là, les plis de la personne, les plis de la singularité de chacun de nous, eh bien, les plis de la singularité, c'est tenir là-dessus ou ne pas tenir là-dessus. Et effectivement, ça marque une différence. Pourquoi est-ce que certains peuvent tenir, certains ne peuvent pas tenir, que ça tient à des rencontres? Bon, ça, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais c'est évident que, de ce point de vue-là, l'individu occidental a produit sa propre caricature, qui est chacun de nous en tant que profil, qui se considère comme le début et la fin du tout. Hein, c'est-à-dire l'expérience de chacun de nous en tant que profil, n'est-ce pas? Et l'expérience de chacun de nous comme tout à fait détaché, et c'est le désir, hein, c'est le souhait, pour ne pas parler de désir, hein, c'est le souhait de l'homme, la femme occidentale, d'être émancipé, mais absolument, de toute détermination. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme ou la femme occidentale postmoderne veut se vivre comme ces pharaons qui, sans aucune prédétermination préalable, sans aucun soubassement qui converge vers lui tout seul, par décision de libre arbitre total, il va dire faisons des pyramides. Vous comprenez? Bon, voilà. Alors, c'est là-dedans où la question de la finitude, pour aller vers les points de la mort, n'est-ce pas? La question de la finitude se pose parce que cet individu occidental, à la fois devenant à son tour profil, il est conscient de que cette coupure avec toute détermination les coupe de l'environnement, des autres, mais à la fois met en avant sa finitude, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si moi je suis que moi et tout le reste est mon décor, etc., et je suis tout à fait un être qui peut s'émanciper de tout lien, eh bien, le problème, c'est le problème de la finitude, n'est-ce pas? Parce que si moi je deviens, comme dirait l'autre, après moi, les déluges, eh bien, ça pose un petit problème parce que la catastrophe la plus grande qui peut arriver, c'est que moi ne sois plus là, que moi meure, n'est-ce pas? Alors, il y avait un film stupide que j'avais vu une fois, dans lequel on faisait comme une sorte de présentation des pervers. Alors, on montrait un prisonnier qui avait violé la loi de l'inceste, non? Donc, il avait eu des rapports avec sa mère, son père. L'autre qui avait violé la loi de la prohibition de l'anthropophagie. C'est une loi qu'il a violé, l'interdiction de l'anthropophagie. Et tout d'un coup, on voit une autre cellule et on voit personne. Et tout d'un coup, il dit non, mais regardez là-haut, il y a un mec collé au plafond. Non? Il dit, lui, il a violé la loi de la gravitation universelle. N'est-ce pas? Et alors, ça, c'était un vrai individu. Parce que lui, effectivement, il s'était émancipé de la loi de la gravitation universelle. Eh bien, cette caricature ridicule, ce n'est plus ni moins que les projets transhumanistes, quand il va dire, s'il n'y a rien de plus important
que moi, eh bien, moi ne peux pas mourir. Et c'est un tout petit peu quelque chose qu'on entend très, très souvent. Hein. Très souvent, on entend dire par des gens très intelligents, la mort est un scandale. Alors, la mort est un scandale, les oreillons aussi, je ne sais pas, les hémorroïdes, tout, je sais pas, est un scandale. Est un scandale. Alors, c'est là le point par rapport à la mort que j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'effectivement, c'est que nous sommes en train même de travailler un tout petit peu avec des amis dans des nations indiennes, que ce soit en Argentine, au Chili, au Brésil, en essayant de voir un tout petit peu, justement, non pas d'un point de vue théorique, les gens qui théorisent la chose, mais un point de vue de vécu concret, comment dans des sociétés non modernes est vécue la mort, non, la réalité de la mort. Et ce qui apparaît de façon assez flagrante immédiatement, mais bon, c'est vraiment un travail qu'on compte mener plus loin, bon, je vous expliquerai pourquoi. Ce qui apparaît tout de suite, c'est qu'effectivement, le rapport avec la mort n'est pas le même dans les sociétés de l'estar siendo, hein, dans le sens auquel, pour el indio, mourir, ça peut être absolument horrible, ça peut être vécu comme trop tôt ou trop mal. C'est pas qu'ils s'en foutent de mourir. C'est pas que dans la société de estar siendo, on est absolument avalé par un grand tout qui fait que la singularité de chacun de nous en tant que personne n'existait pas. Cette singularité existe, mais simplement cette singularité, en étant organiquement agencée avec d'autres niveaux d'organicité, eh bien, l'effet de mourir n'est pas la fin des haricots, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'en Occident, quand on n'a pas loupé trop de marches, en Occident on loupe trop de marches en général, mais bon, en Occident quand on n'a pas loupé trop de marches, c'est vrai ce qui sent parfois les parents par rapport aux enfants, n'est-ce pas? Qui sent que non, que c'est-à-dire que la fin des haricots, c'est pas leur mort parce qu'ils peuvent éprouver, ils peuvent expérimenter des liens qui dépassent leur existence physique, biologique, n'est-ce pas? Mais en Occident, effectivement, ça, c'est de plus en plus coupé et de plus en plus, effectivement, la mort est vécue comme la fin de tout parce que l'individualisme postmoderne et l'individualisme de chacun de nous en tant que profil, il est beaucoup, beaucoup plus radical et caricatural par rapport à l'individualisme même de l'individu de la modernité. C'est pourquoi, effectivement, les transhumanistes, avec un mélange de scientisme, des rationnels, des bêtises, je sais pas, et beaucoup de millions de dollars, ils travaillent dans ce que Laurent Alexandre, il appelle la mort de la mort. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comment ne pas souhaiter abolir la mort si le centre du monde est chacun de nous en tant qu'individu, n'est-ce pas? Alors, l'Occident et le monde del ser, pour parler maintenant des axes un peu plus généraux, effectivement, l'Occident va créer le concept même d'universel, hein, c'est-à-dire ce que l'homme occidental fait a une valeur universelle. L'idée d'universalité, nous l'avons vu plusieurs fois par rapport à l'universalité de l'humain, n'est-ce pas? C'est-à-dire tous les humains, tous les membres de l'espèce humaine sont des humains. Certains à l'humanité accomplie, d'autres accomplis. Mais l'idée d'universalité d'Occident, quand même, on ne peut pas la séparer de Galilée. On ne peut pas la séparer de l'idée d'une science qui produit des savoirs qui sont vrais dans toute situation, n'est-ce pas? Alors, cette science qui est vraie dans toute situation, aujourd'hui, nous voyons comment dans l'éclatement du monde de l'être, du monde des ser, va être contestée. On voit se développer un tout petit peu partout dans les mouvements décoloniaux en Amérique latine, mais ailleurs, hein, cette contestation de tout universel. Alors moi, je veux juste nommer cette problématique pour passer après à autre chose, mais cette problématique, elle est très importante. Pourquoi? Parce que
Aujourd'hui, on voit dans les mouvements décoloniaux une critique à toute valeur universelle. Il n'y a pas d'universel. L'universel serait identifié comme le monde des lettres. Hein. Et en revanche, on va aller dangereusement s'approcher d'un certain relativisme culturel dans lequel on va opposer à la science occidentale des savoirs autres ou même, on va dire, d'autres sciences. Alors, ça pose un problème parce qu'effectivement, comme on va les voir dans d'autres séances et séminaires quand on parlera de ces sujets-là, effectivement, il est là dans cette position d'un anti-universalisme radical, il y a quand même une espèce d'évitement d'approfondir la question en comprenant que si bien il est vrai absolument que la science ne naît pas n'importe où, si bien il est vrai, même la critique que Husserl va faire de l'arithmétisation du monde par cette connaissance abstraite, n'est-ce pas? La science va produire une connaissance d'autant plus objective qu'elle est autoréférentielle, d'autant plus objective qu'elle est autoréférentielle, mais à la fois, quand Couche va dire la science naît en Occident et elle porte les traces de l'Occident, eh bien, ce n'est pas pour autant que ce qui dans la science est considéré comme universel n'est pas au moins une dimension émergente qui, en gardant les conditions de l'expérience, effectivement, où qu'on le fasse, aboutit à la même chose. Vous comprenez? C'est-à-dire cette mathématisation de l'expérience. Vous savez, c'est un tout petit peu l'annexe qu'il y a après les discours de la méthode chez Descartes sur la géométrie. Hein, sur la géométrie. La géométrie, la science des formes et la science dans laquelle les formes sont des formes capturées apparemment de la nature. N'est-ce pas? Et Descartes va dire qu'il faut pouvoir mathématiser cette géométrie-là. Cette mathématisation du monde, aujourd'hui, il connaît un pas en avant par rapport à l'algorithmisation du monde. Nous devrons revenir là-dessus parce qu'effectivement, cette contestation des amis décoloniales, n'est-ce pas, dans la critique décoloniale, de la science comme un universel, d'un côté pose un problème parce que les mathématiques, comme ce qu'on appelle les sciences expérimentales, à vrai dire, sont à penser comme l'émergence d'une nouvelle dimension de l'être, n'est-ce pas, une nouvelle dimension des connaissances. Mais deuxièmement, effectivement, s'il y a une colonisation aujourd'hui, n'est certainement pas la colonisation des méthodes scientifiques ou des désirs de faire science. S'il y a une colonisation qui est dévastatrice, et la colonisation de l'algorithmisation du monde, dans cette idée que Petitot va développer quand il va dire clair et nettement que l'algorithme est le double exact de la réalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette idée de que l'algorithme ne représente pas la réalité. L'algorithme peut être et peut substituer la réalité. Ça, on va revenir. Alors, il y a des questions, peut-être. Oui. On peut peut-être. Le problème que l'on peut éprouver, c'est qu'aujourd'hui, à la fois les modes de fonctionnement institutionnels, c'est-à-dire comment on fonctionne dans les institutions publiques, à la fois les modes de pensée, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les institutions. Tout à l'heure, tu as parlé du sport de très haut niveau, mais également bien les représentations des décideurs, représentation des entraîneurs, la représentation des athlètes, sont complètement imprégnés du premier mode de pensée, c'est-à-dire d'Elser. Et donc, sont complètement imprégnés et sont consacrés à travers les réussites. Pourquoi ils sont consacrés? Parce qu'ils sont consacrés parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a des pleurs, parce qu'il y a des larmes, parce qu'il y a de la joie.
et parce qu'il y a de l'instant. Tu vois. Donc, on est vraiment dans des modes qui sont présentés, qui sont des modes opératoires qui relèvent vraiment d'Elser, c'est-à-dire on est dans la périodisation, on est dans la planification, on est dans la construction du projet olympique sur les 4 ans, on est dans la construction du projet annuel, on est dans la construction du projet hebdomadaire, on est dans la construction de la journée de l'athlète, on est dans toutes ces constructions-là, avec vraiment une polarisation sur le manque. C'est-à-dire, point fort, point faible sont les deux valences qui sont en permanence évoquées dans les projets de perfectionnement. Quels sont tes points forts? On va conserver tes points forts et on va travailler sur tes points faibles, c'est-à-dire sur tes manques, dans une sorte de promesse qui est la promesse de l'Olympe, c'est-à-dire la promesse des dieux. Et donc, quand on essaye non pas de convaincre, mais de partager le second mode, on a très, très peu d'écoute, tu vois. On a très peu d'écoute, très peu et donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand tout l'environnement institutionnel, quand tout, on va dire, tous les modes opératoires en allant vers les objets technologiques comme le smartphone, comme sur lequel tu vois en permanence eh bien, des présentations, on est vraiment dans Elser. Et Elser, je te dis, qui est consacré par, on va dire, par l'émotion, par les pleurs, par les larmes, par de l'Estar. C'est-à-dire que c'est là où ça devient un petit peu pervers. C'est-à-dire que tu as une modalité Elser et à la fin, tout le monde pleure. Si, mais Philippe, les mondes auxquels tu appartiens, non, les mondes de sport de haut niveau. Mais je pense, juste pour finir, je pense que le monde du sport de haut niveau, c'est aussi le monde de l'entreprise compétitive et hélas, et très dangereusement, et il faut que l'on y fasse attention, ça peut devenir le monde de l'université, le monde de l'école, tu vois. C'est pas qu'il faut faire attention, c'est devenu le monde de l'université, le monde de l'école. Je pense que le monde dont ton milieu, le milieu de, sportif de très très haut niveau, hein, ouais. Que c'est ce qu'on doit aller voir ensemble le mois de mai, tous les deux. Non, je t'avais. Oui, c'est les rugby. Tu m'avais promis que tu venais avec moi. Mais oui, bon, alors, c'est ceux qui vont rentrer de la Chine. Non? Alors, donc, au fait, ces mondes-là est le monde qui agit comme les pilotes d'essai, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est là où on essaye les modèles qui après vont devenir courants pour tous les habitants, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et dans ces mondes-là, effectivement, on divise en positif, négatif, attitude positive, négative, mais on parie absolument à l'hypothèse de qu'il pourrait avoir une positivité totale, n'est-ce pas? Qu'il pourrait avoir une pure positivité. Hein? Alors, cette pure positivité, effectivement, est une pure positivité de fonctionnement, c'est une pure positivité mécanique. Hein? Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui dans le monde du sport la problématique de l'homme augmenté. Or, ce qui se présente dans le monde du sport de niveau, très peu de temps après, va diffuser, va contaminer l'ensemble de la société. Non? C'est un banc d'essai. Alors, mais quand tu dis il y a des larmes, il y a de l'émotion, qu'il y a de l'émotion ne veut pas du tout dire qu'elle ne soit pas le monde del ser, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans le monde del ser, au contraire, dans le monde del ser, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de dopamine, il y a beaucoup de circuits de gratification, il y a beaucoup tu vois, c'est-à-dire qu'au contraire, c'est-à-dire, il y a une émotivité très forte qui va lier à cette jouissance de la performance, tu vois. Oui. Or, les Olympiades ont été, pour le moins historiquement, on voudrait croire l'histoire, ont été créées dans un monde qui n'était pas un monde de serre.
tu vois, un monde dans lequel effectivement l'exploit allait plus dans les côtés du devenir, d'explorer les possibles de l'humain, et qui n'était pas la même chose que la performance dans laquelle, là où tu es, c'est le pire lieu où tu peux être, parce que là où tu es, tu ne peux que vouloir progresser, n'est-ce pas? Et progresser, ça veut dire justement, comme je disais tout à l'heure, justement, aller contre toute possibilité de star, non, d'être celui qui est là. Non? Dans les points Goldwyn, c'est quand même fantastique la caricature, parce qu'on pourrait dire que quelqu'un qui est super connaisseur de son milieu, de son boulot, et bien voilà, il fait ce boulot-là parce qu'il connaît ça, n'est-ce pas? Donc, il est là. En tant que dans les points Goldwyn, on va dire, non, mais celui qui est là, tout ce qu'il peut désirer, c'est ne plus être là, c'est-à-dire aller au-delà. Bon, je ne sais pas si ça... Je vais essayer de... Il y a Rémi qui me pose une question. Oui. Non, c'était juste pour réagir sur cette question de la performance et du sport, et puis pour revenir faire une jonction avec la question de la finitude. Je pense que dans le monde du rugby que je connais un peu, la question se pose et revient un peu par la fenêtre avec la montée en puissance de la question de la performance et en parallèle les maladies, voire les morts prématurées d'un certain nombre de joueurs à cause de ce qu'on appelle les collisions et des problématiques que ça peut poser sur le cerveau, et que justement ce déploiement de la performance au service de la professionnalisation de la compétition, des agendas sportifs, de ce qu'on disait tout à l'heure, de la périodisation des calendriers toujours plus chargés de compétition, font que du coup, c'est la santé directe des joueurs qui en pâtit, et voire même que ça pousse à un certain nombre carrément de générations. Et là, on peut le voir, on en mesure les conséquences maintenant, puisqu'il y a des années qui passent, mais la génération des Sud-Africains qui ont l'équipe d'Afrique du Sud qui a gagné la Coupe du Monde en 95, elle est décimée actuellement par tout un tas il y en a une partie qui est malheureusement décédée, et une autre partie qui est concernée par des maladies dont on n'aurait jamais imaginé que ça aurait pu arriver à des sportifs de très haut niveau. Et donc, c'est pour mettre en relation, en fait, cette façon dont finalement la finitude, elle revient, elle se rappelle quand même à nous. Et c'est un sujet qui est préoccupant, mais que le monde sportif de la performance oublie un peu, ou essaye de mettre sous le tapis, comme aux États-Unis avec le foot américain, ils ont tenté de cacher ça sous le tapis. Donc, voilà, c'était juste pour éclairer ça et apporter un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, un jour, aujourd'hui n'est pas là Maëva, mais Maëva, qui est une copine du collectif, qui est championne mondiale de taekwondo, aussi, effectivement, c'est ce qu'elle racontait dans un séminaire. Mais moi, je trouve que là, c'est que Philippe et Rémi racontent. Justement, ça l'avantage des mondes de sport de haut niveau, c'est l'avantage de montrer à la loupe ce qu'on veut expliquer par rapport à un mode d'habiter le monde qui trouve un top à partir duquel il y a la destruction, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'athlète non dopé, l'athlète non augmenté, l'athlète non hybridé avec des machines, n'est-ce pas? Est un athlète qui se casse, n'est-ce pas? Et cette hybridation, cet désir d'augmentation n'est pas possible non plus. C'est-à-dire que moi, je pense que les mondes des athlètes de haut niveau, les mondes du sport de haut niveau, est vraiment un exemple très clair de ça. N'est-ce pas? C'est qu'il y a un niveau à partir duquel, un point à partir duquel, un point critique à partir duquel, effectivement, continuer dans cette recherche de performance casse plus de ce qu'il peut produire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça casse, ça fait que les gens soient estropiés, que les gens aient des séquelles, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de non possible, de non viable.
Et c'est un tout petit peu là où, c'est intéressant avec Philippe, quand à Bordeaux, avec les centres d'entraînement d'athlètes de haut niveau, non? Quand on avait fait, avant la Covid, la dernière réunion, c'est intéressant parce que c'est très, très difficile pour les entraîneurs comme pour les athlètes de comprendre que ces limites organiques à travers lesquelles un sport qui respecte ces limites, qui explore de nouveaux possibles, n'est pas un sport de losers. Parce que la seule obsession dans ces niveaux-là, c'est effectivement comment dépasser les limites. Mais finalement, c'est un regard à la loupe de notre société postmoderne dans laquelle toute limite doit être abolie et c'est vécu comme une émancipation. Or, dans le monde des sports de niveau, la seule possibilité depuis quelque temps d'encore aller plus loin, c'est la pensée de l'augmentation. Mais ce qui est juste aussi une chose qui me semble importante, Miguel, c'est-à-dire que par rapport à votre problématique de cette année, qui est l'agir, et par rapport aussi au souhait de dire on va créer des laboratoires. Tu vois, on va créer des laboratoires. Alors, vous créez un laboratoire à Corbeil, c'est ça, à Corbeil? C'est ça, oui. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, je vais essayer de créer un petit laboratoire là, pour essayer de justement penser la performance humaine à partir de la philosophie de l'humain, à partir de tout ce que vous avez construit, à partir du Mamotreto, à partir de la pyramide en 3 niveaux, c'est-à-dire le corps et puis la perception et puis la conscience, à partir des 3 niveaux de connaissance de Spinoza, à partir des connaissances adéquates et non adéquates, à partir de Nietzsche, de la phénoménologie, bon, voilà. Avec des collègues qui m'entourent et qui sont des collègues extrêmement ouverts, très, vraiment des camarades et très proches, tu vois. Eh ben, je me rends compte que quand j'essaye de produire des documents dans le cadre d'un laboratoire, on va dire, qui consiste à essayer de penser l'environnement socio-culturel comme la performance, comme un environnement humain, eh bien, je me rends compte que les collègues ont des modes de pensée qui sont tellement formatés que, comment dire, ça les interpelle pas en termes de diffusion de connaissances. C'est-à-dire que quand, par exemple, je fais une diffusion de connaissances d'une infographie ou d'un graphique ou d'un poster, c'est qui leur parle, tu vois, c'est qui leur parle. Et pourtant, ce n'est pas des scientifiques, c'est une bonne expérimentation où tu vas comparer un programme avec un autre programme, groupe contrôle, sans groupe contrôle, ce à quoi on assiste sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec vaccin, pas vaccin, professeur Raoult, pas professeur Raoult, méthode observationnelle, pas observationnelle, groupe contrôle, placebo, tout ça, c'est tellement dans la culture que quand j'essaye de créer ce laboratoire, comment dire, ça ne leur parle pas du tout. Si, mais moi je crois que là, on a du mal à comprendre vraiment parce que c'est très contre-intuitif. C'est qu'à vrai dire, dans ces 30-40 dernières années, il y a eu un changement vraiment qui est arrivé au sens commun, à tous les niveaux, de notre conception de l'être humain. C'est-à-dire l'être humain en tant qu'un ensemble de compétences, l'être humain modulaire, que c'est à ça que ressemble chacun de nous en tant que profil. Nous, en tant que profil, on est une table rase avec des modules positifs et des modules négatifs qu'il faut enlever. C'est un tout petit peu ce qu'Angélique travaille par rapport à la pédagogie des compétences, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'enfant est une table rase auquel il faut les coller des compétences positives, les décoller des compétences négatives. Et quelles sont les compétences positives? Ce sont celles qui vont du côté de la performance. Exactement copier-coller du monde du sport de haut niveau. Or, à vrai dire, petit à petit, il y a eu un changement, mais vraiment un changement que
tous ceux qui sont dans l'enseignement, dans la clinique, dans la médecine, tous ceux qui sont dans des rapports comme ça avec des autres humains, on doit l'expérimenter. Si on réfléchit un peu, on expérimente comment il y a eu un changement dans le mode de s'auto-percevoir, le mode d'habiter le monde. C'est-à-dire que petit à petit, chacun de nous a été contaminé comme ça par cette autre vision de chacun de nous et de l'autre comme un ensemble de compétences sans aucune antériorité. Il n'y a plus de dedans. Hein? C'est pour ça que c'est panoptique et profil, parce que c'est une pure extériorité évaluable en permanence, quantifiable en permanence. Ces changements-là, ce qui fait que ce que tu dis, Philippe, quand tu t'adresses à tes collègues, quand un enseignant, quand un médecin, quand un psy s'adresse à ses collègues, pareil, le problème, c'est qu'on n'est plus en train de parler du même modèle d'être humain, n'est-ce pas? Or, c'est là où nous allons, petit à petit, on ne va pas arriver aujourd'hui, mais nous allons petit à petit, c'est là où nous pouvons dire que les modèles del ser, les modèles de l'être humain, de l'individu, qui est en plein progrès, qui va vers la société de l'esprit pour Hegel, le communisme scientifique, cet individu n'existait plus. Pourquoi n'existait plus? Eh bien parce que l'idée même, le monde de la téléologie, de l'historicisme, du progrès a explosé. C'est-à-dire, c'est ça la question. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le monde de nocer, comme on dirait, couche, donc de l'estar, et le monde del ser, parce que ces mondes-là, la fin de l'Anthropocène comme possible l'a éclaté. L'a éclaté, et entre autres choses, ça a donné l'émergence d'un tas de problématiques identitaires, n'est-ce pas, une sorte d'éclatement total. Alors, d'un côté, effectivement, on ne peut pas penser en termes del ser, mais on ne peut pas non plus se penser du côté de l'estar, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, bon, mais alors, c'est lequel notre modèle? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, avec la meilleure bonne foi du monde, essayent de jouer un peu le rôle de se penser en pleine Babylone comme si on était un moine tibétain ou un indien de la cordillère. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que notre immédiat permanent nous empêche d'être conséquents avec ces désirs de devenir un homme de l'estar. Tu as absolument raison. Être un Indien, tu vas être un Indien à Paris, être un Indien en Babylone, être un moine tibétain en Babylone. C'est pas possible ça. C'est tout à fait compréhensible l'intentionnalité qu'il y a derrière, qui dit on ne peut plus vivre sous les modes del ser pour des choses. Une, parce que ce n'est pure destruction, et deuxièmement, parce que c'est fini. Mais effectivement, l'idée de jouer à l'Indien au moine tibétain, ça mène nulle part. N'est-ce pas? Ça mène nulle part. Notre défi à Babylone, c'est ce qui a pris la place de l'Anthropocène, la complexité, comment on agit, comment on vit dans la complexité. Moi, j'ai un petit schéma qu'on a plusieurs fois utilisé, n'est-ce pas? Si vous le voyez, on va dire que vous le voyez. Et alors, on dit, le monde del ser toujours se présentait comme un axe central, par rapport auquel se présentent les différents niveaux de nocer. C'est quoi le nocer? Le nocer, ça peut être l'indien. Alors, du monde del ser, on étudie l'indien, n'est-ce pas? Mais le nocer, ça peut être aussi le malade, l'alcoolique, les toxicomanes, les pas comme il faut. C'est-à-dire que le monde del nocer, c'est un nuage un tout petit peu, comme on dirait, couche qui pue. Couche utilise cette image-là de la puanteur, n'est-ce pas? En tant que le monde de l'être, le monde del ser est le monde de la propreté, de la pulchritude, de la raison, de la transparence. Sauf que le monde del ser est toujours vide, parce que personne est, dans le sens d'être complet.
Vous comprenez? C'est-à-dire que le monde del ser, il ne fait pas autre chose que déterminer des distances différentes par rapport à la norme. Vous voyez? La norme occidentale est une norme qui, elle est vide parce que personne ne peut s'expérimenter comme en étant vraiment normal. Vous comprenez? Je me souviens là qu'il y avait Hollande qui s'est présenté en disant « Je suis un homme normal ». Et il a tenu sa promesse. Il a montré qu'il était assez vide. Et alors donc, effectivement, ces mondes-là, pourquoi est un monde de la salle d'attente permanente? Parce qu'à vrai dire, tout ce qu'on peut faire dans la vie, c'est mesurer la distance qu'on a par rapport à la norme. Vous comprenez? Alors, la révolte, l'émancipation, les décolonisateurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire tout à coup, un groupe qui est ici, un groupe qui pue, un groupe del monde del non-ser, tout à coup arrête d'être objet de discours, objet d'étude, pour devenir sujet de discours. Il a des discours sur la norme. Vous comprenez? Les mouvements d'émancipation, toujours est comme ça. C'est-à-dire, tout à coup, je suis objet de discours. Être objet de discours, c'est très dangereux parce qu'objet de discours, ça veut dire devenir tout à fait un objet à modifier, à éduquer, à réprimer, à discipliner. Alors, tout à coup, je passe d'être un objet de discours à devenir un sujet de discours. Et un sujet de discours veut dire un sujet de discours par rapport à la norme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout à coup, le marginal, c'est lui, les marginal, les pas comme il faut, les nadie, comme on dit, les personnes, n'est-ce pas? Les tordus, bon, les pas comme il faut. Tout à coup, les pas comme il faut, tout à coup, ils sont en discours sur la norme. C'est ce qui était l'antipsychiatrie, par exemple, n'est-ce pas? L'antipsychiatrie, c'est, on a des discours sur les fous, on a des discours sur les fous, et tout à coup, les barjots et associés, on produit des discours sur la norme. On dit, le problème, c'est vous. On dit, le problème, c'est vous. Dans cette dynamique-là, il y a une chose qui est fondamentale. Le monde del ser, il a besoin du monde de la poubelle, de ce qui pue, des non-ser. Mais ce n'est pas sûr du tout que le monde du non-ser ait besoin du monde des ser. La preuve, c'est que ces mondes-là émergent il y a quelques siècles en Occident et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un éclatement, n'est-ce pas? Il y a un éclatement de ces mondes-là des ser. C'est même quelque chose qui est assez intéressant dans la discussion avec les amis décolonisateurs latino-américains parce qu'ils continuent dans les dispositifs à travers lesquels ils critiquent l'Occident, ils critiquent, ils ne tiennent pas compte d'un élément commun fondamental, c'est que ces mondes-là, vertical de la norme occidentale, ces mondes del ser, ces mondes-là, il est éclaté. C'est-à-dire qu'il est devenu non viable, il y a un éclatement total. Il y a un éclatement total. Alors, effectivement, ces mondes del no-ser, comme on l'appelle Couche, il l'appelle no-ser, n'est-ce pas, par rapport au ser, non? Comme dit, nous, on n'est personne. On est cette poubelle qui pue, qui ne peut que se comparer au monde des ser. Ça sont des choses que ça peut sembler un peu abstraites, mais vous savez, quand on vient du tiers-monde, c'est très, très clair. Hein. Par exemple, moi, quand j'étudiais l'histoire à l'école en Argentine, j'étudiais les Moyen-Âge, la Renaissance, la modernité, n'est-ce pas? Et tous les Indiens et Métis qui étaient avec moi à l'école étudiaient la Renaissance, le Moyen-Âge, sauf qu'en Amérique latine, Amérique indienne, il n'y a jamais eu de Moyen-Âge, il n'y a jamais eu de Renaissance, vous comprenez? C'est-à-dire que, et comment ça s'appelait cette matière-là? Eh bien, cette matière-là s'appelait l'histoire universelle. L'histoire universelle. Il y avait quelques contestataires qui étudiaient l'histoire de la barbarie. C'était qui la barbarie? C'était les différents caudillos, les chefs indiens, n'est-ce pas? Et la barbarie, c'était l'Indien. Effectivement, c'était considéré l'Indien. Eh bien, effectivement, dans cette
critique de l'universel de la part des colonisateurs, il y a des choses qui paraissent tout à fait claires. C'est-à-dire, si j'ai dit enseigner à quelqu'un comme votre fameux nos ancêtres les Gaulois, n'est-ce pas, que vous enseignez dans les colonies, non? Les colonies qui existent toujours, hein, parce que, bon, enfin. Et alors, pareil que nos ancêtres les Gaulois, ben, c'est horrible. Et alors, le mouvement est, mais alors, tout ce qui vient de l'Occident, toute pensée universelle est à abolir parce qu'elle est réactionnaire et colonialiste. Ah, mais il y a un petit problème. Vous voyez, il y a un petit problème. De la même façon qu'abolir les privilèges et dire c'est à toi de faire ton chemin est émancipateur, mais aussi peut être réactionnaire, de la même façon dire tout universel est réactionnaire, eh ben, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Ben, c'est compliqué parce que quand ils nous mettent en tôle et quand ils nous torturent, par exemple, eh bien, on n'a aucun problème d'invoquer les droits de l'homme. Or, les droits de l'homme, ben, c'est aussi une invasion occidentale. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un tout petit peu quelques coordonnées qu'aujourd'hui on ne peut pas tous développer. La prochaine fois, on va aller vers le monde de l'Estar, finalement, non? Mais sont un tout petit peu quelques problématiques. La problématique de la science, n'est-ce pas? Les savoirs scientifiques par rapport au savoir multiple. Que, de notre point de vue, nous ne pouvons pas traiter ni d'une façon universaliste, ni d'une façon relativiste opposée radicalement à l'universel. Pourquoi? Eh bien, parce que de notre point de vue, par exemple, quand on parle des dimensions scientifiques, nous pensons que si bien il est vrai que les scientismes étaient utilisés de façon colonisatrice pour invalider les savoirs locaux, les savoirs traditionnels, eh bien, de notre point de vue, peut-être ce qu'il faudrait penser, c'est quelle articulation est possible entre des savoirs scientifiques structurés d'une façon très déterritorialisée, il est vrai, mais avec une efficacité concrète, comment ces savoirs scientifiques peuvent s'articuler avec les savoirs locaux, traditionnels, n'est-ce pas? Et de la même façon, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que dans un agir contestataire, à un moment donné, est-ce que nous sommes prêts à accepter que finalement les droits de l'homme sont une invention occidentale, donc à contester, n'est-ce pas? Et que peut-être il y a des cultures dans lesquelles les droits de l'homme ne doivent pas s'appliquer. Et alors, vous savez très bien que oui, c'est un discours très développé. C'est un discours très développé dans des milieux décolonisateurs, anticoloniaux, dans lesquels on dit que les droits de l'homme, ça correspond à la culture occidentale. Vous comprenez? Alors, ce sont quelques vecteurs que nous devons analyser. Mais l'autre élément fondamental, c'est si nous disons que nous ne pouvons pas aujourd'hui vouloir redevenir indiens ou devenir indiens ou moins tibétains, mais que nous ne pouvons pas non plus rester dans la modernité. C'est quoi notre réalité? Et c'est ce que nous devons essayer de comprendre. Ce que nous devons essayer de comprendre, c'est quelle est notre réalité, que de notre point de vue, effectivement, se situe au-delà de la revendication du progrès, de l'extractivisme, du productivisme, de la croissance, effectivement au-delà, mais qui ne peut pas trouver sa solution dans une sorte de retour ou évolution ou déplacement vers des modes traditionnels de vie. Notre question pour savoir comment agir passe d'abord par comprendre quelle est notre réalité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'avant de savoir comment agir, il faut comprendre quelle est notre réalité. Dans cette réalité, effectivement, nous disons, il existe effectivement quelque chose d'un non-agir qui est fondamental. Absolument. C'est-à-dire, aujourd'hui même, j'ai lisé un travail qui est fait sur l'Anthropocène, dans lequel la personne qui écrit sur l'Anthropocène commence par dire « c'est à nous de prendre notre destin en main ». Et on dit non, justement, pendant quelques siècles, on a voulu prendre notre destin en main et on a fait un désastre. Mais si bien
il ne s'agit absolument pas de trouver une autre façon d'être maître et possesseur, etc., eh bien, quand même, comment agir dans cette complexité, eh bien, ça, c'est un tout petit peu, étant donné l'heure qu'il est, c'est ce qu'on va essayer de développer la prochaine fois. Juste, du coup, Julien, oui, tu as raison, on s'est trompé, ce n'est pas le point Goldwyn, c'est bien le principe de Peter. Voilà. Et simplement, juste peut-être un point qu'on verra la prochaine fois, c'est lorsqu'on dit évidemment que le monde d'Elser écrase cette dimension d'Iestar, cette dimension organique, ça ne veut pas dire que ces dimensions organiques, elles ne continuent pas de s'exprimer. Mais ça, c'est aussi un point qu'on cherche à travailler, qu'on cherche à étudier. C'est une des hypothèses qu'on cherche à travailler dans le boulot qu'on a engagé avec Corbeil et dont on vous a parlé, c'est de voir comment, effectivement, cette dimension organique, elle s'exprime sous la forme du refoulé, et sous la forme d'un refoulé qui peut prendre effectivement des dimensions assez pathologiques. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà évoquées. Par exemple, vous voyez, dans le monde d'Elser, c'est la transparence et il faut évidemment lutter contre toute opacité. Et c'est typiquement l'injonction qui est faite aujourd'hui aux pays dits en voie de développement, c'est-à-dire que pour que ces pays en voie de développement accèdent au monde d'Elser, toutes les institutions économiques mondiales leur disent effectivement, il faut aujourd'hui que vous ayez des comptabilités, il faut de la transparence, on ne veut plus d'opacité, notamment dans les systèmes économiques, et donc engager la lutte anticorruption. Mais la corruption, il faut voir la corruption aussi sans doute comme une forme de manifestation de ces dimensions organiques écrasées par le monde de ce qu'on appelle le monde d'Elser. Voilà, il ne faut pas non plus avoir une vision trop un peu binaire, quoi, hein. C'est-à-dire que ces dimensions organiques continuent quand même de s'exprimer, et c'est intéressant de voir finalement comment elles s'expriment aussi parfois sous la forme d'un retour du refoulé, dans des dimensions qui peuvent prendre des formes pathologiques. Et c'est ce que disait, je crois, Rémi, par rapport aussi au rugby. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, il y a une expression qui passe par les corps. À un moment, c'est le corps qui dit non, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'expression, l'organique répond un peu à la manière de Bartleby, quoi, hein, répond par de la pure négativité et donc par aussi des formes pathologiques délétères et destructrices. C'est-à-dire que l'éclatement ou le point d'arrêt qui est marqué par la connaissance de l'Anthropocène est loin d'être un savoir partagé par tout le monde. Nous voyons bien comment l'extractivisme, l'idée de la croissance comme jauge de la bonne santé d'une société continue en plein, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi, effectivement, penser l'agir dans la complexité, à nous semble absolument nécessaire parce que pourquoi mettre un mouvement, c'est ce que j'essaie de faire, non? Mettre en mouvement ces trois dimensions, ces trois cosmovisions, ces trois, oui, que serait celle d'Elser, celle de l'Estar et celle de la complexité, parce que nous voyons bien qu'avec ces réseaux que nous avons recréés avec certaines nations indiennes avec lesquelles on essaie de travailler, et les lier avec notre travail qui commence à Corbeil, n'est-ce pas? Disons la distribution du travail, pour dire comme ça, c'est d'un côté, il y a nos amis qui vivent dans des formes absolument non modernes, et nous avons comme boulot de voir mais comment se manifeste l'organicité, non, la résistance à la destruction dans la Babylone. Eh bien, effectivement, nous voyons bien que le problème principal qu'on a dans la discussion avec les gens plus proches des nations indiennes, c'est que dans leur critique du monde d'Elser et dans leur revendication du monde de l'Estar, c'est que nous le disons, c'est que le problème, c'est que le monde de l'Estar, il est détruit et il n'a pas, il est en train de destruction permanente, mais il n'a pas la possibilité de s'opposer dans une sorte de contre-offensive ou de résistance concrète à la destruction qui continue, n'est-ce pas? Alors, la question c'est, si nous disons non, mais ce qu'il faut c'est non agir, ce qu'il faut c'est ne pas consommer, bon bref, la tentation d'aller vers les stars, le problème principal, c'est que la machine à destruction qui avance sur nous tous, eh bien, c'est pas
en justement ne consommant pas, en vivant en harmonie avec la nature, etc., qu'on pourra l'arrêter, vous comprenez? Et ça, c'est la discussion que ça serait intéressant de répercuter dans un séminaire prochain. Notre discussion avec des amis plus proches du monde de l'Estar, que ce soit au Chiapas, au Brésil, au Chili, les Mapuches, c'est-à-dire qu'ils nous opposent ça. Et ils nous opposent en disant il ne faut pas penser en termes de contre-offensifs, il ne faut pas penser en termes de stratégie, ni de contre-pouvoir. Ce qui existe dans nos expériences au Chiapas et un peu ailleurs sont des expériences de modes de bien vivre, comme ils l'appellent, de buen gobierno, de bon vivre, qui sont effectivement très intéressants et très exemplaires. C'est-à-dire que cette discussion que je voudrais quand même vous raconter de la façon la plus concrète la prochaine fois, cette discussion dans laquelle tous ces gens-là, en parlant des expériences très intéressantes au Chiapas, au Brésil, les Mapuches, etc., quand ils nous parlent de ces expériences-là, ils nous disent, nous vivons en dehors de ces mondes-là, nous n'avons pas comme problème penser à une sorte de contre-offensive qui nous met encore dans une bipolarité. Bon, de notre côté, effectivement, voilà, dans cette idée de penser avec trois réalités, trois modes d'habiter le monde, ce qui aujourd'hui n'est pas pensé, c'est comment le monde de la complexité qui a remplacé topologiquement, géographiquement, les mondes del ser, comme dans le monde de la complexité, c'est là où il ne faut pas simplement se contenter de trouver des modes de bien vivre, n'est-ce pas, de bon vivre, mais comment effectivement il y a une responsabilité, un défi de penser en termes d'une contre-offensive en pensant cette machine à destruction. Pour ceux et celles que soit possible, je vous rappelle que le 9 mars, on sera au 21 Terre rue Voltaire en présence. Pour les autres, ben voilà, on va continuer grâce à Christian et à Rencontre et Débat Autrement qui dirige. On va continuer à exister sur YouTube, donc en différé, mais aussi